ça. Mais tu as été, titre de gloire, parmi tous les autres, un élève de Madeleine Rebériou, y compris au lycée, au lycée Berthelot. Autrement dit, tu pourrais évoquer, chacun d'entre nous pourrait évoquer évidemment beaucoup de figures de Madeleine Rebériou, mais ce n'est pas absolument ce qu'on te demande aujourd'hui. Tu vas nous parler plutôt du socialisme et du travail. Le travail, ce dieu de l'histoire, comme disait Jaurès, c'est à toi de nous en parler. Alors, je précise que j'ai été l'élève de Madeleine Rebériou à partir de 1953. Donc, c'est un dialogue qui continue. Et je vais donc vous lire, en commençant, un morceau des mémoires de François Crouzet, de mémoire d'historien, paru en 2012. François Crouzet et Madeleine Rebériou sont de la même génération et ils ont été élèves à l'école normale supérieure. Madeleine Rebériou à Sèvres, déplacée à côté d'ici, et François Crouzet à Lyon. Et en 1948, François Crouzet est en Angleterre et voici ce qu'il écrit en page 136. J'échappais aussi au tourbillon politique dans lequel nombre de mes amis s'engagèrent. Mais le seul fait de me trouver en Angleterre, où les travaillistes avaient créé un État petit bourgeois, comme le dit Jean-Paul Sartre dans les temps modernes, tendait à me positionner à droite, ce qui devait beaucoup nuire à ma carrière. Je me souviens d'une lettre que m'écrivit Madeleine Amoudru, bientôt épouse Rebériou, sévrienne historienne qui avait été une bonne camarade quand j'étais agrégatif. Elle me demandait si j'étais pour les mineurs ou pour les CRS. C'était au moment des grèves de 1948 et ajoutait qu'après tout, j'étais fort bien en Angleterre et implicitement que je ferais mieux d'y rester. Donc, le travail, qui est le sujet qui m'a été alloué, pas le socialisme, parce que ma compétence à la matière serait très réduite. Le travail était pour elle à l'horizon et à l'horizon des Mulhouse. Et elle dit très bien comment le fait de se trouver au lycée d'une grande ville ouvrière a été un élément frappant pour elle et entre autres pour son entrée au Parti communiste. Alors, je voudrais évoquer de manière très rapide les différents volets de la question du travail qu'elle a parcouru à l'intérieur de la priorité à l'histoire sociale et politique qui a été dégagée par les descriptions précédentes. Ce qui me reste en mémoire, et un des textes du livre le confirme, c'est le côté pionnier de ces 2 ou 3 articles sur travail et santé. C'est-à-dire des articles qui sont parus dans une des revues s'intéressant à un mutualisme de gauche. Et là, à partir de ses préoccupations intellectuelles, de ses préoccupations politiques et de ses préoccupations syndicales sur lesquelles je reviendrai, elle a joué un rôle absolument précurseur, pas seul, mais de manière extrêmement active, et ces articles-là sont extrêmement vivants. Et derrière cela, il y avait la question du corps, la question du travail, et un travail dont d'autres ont dit avant moi qu'il n'était pas la préoccupation la plus importante des études marxistes en France depuis l'entre-deux-guerres. Le travail et la santé et l'importance de la santé pour la personne, pour l'engagement, pour le rapport à la famille. Deuxième point, le travail dans ce qu'il fait aux femmes. Et de ce point de vue-là, il est important pour moi de rappeler l'énorme colloque de Vincennes qui a eu lieu en 1978 sur les femmes et la classe ouvrière. Alors, j'y étais,
c'était non seulement Vincennes, mais c'était 68 ressuscités. Il y avait du monde partout, des interventions d'un atelier à l'autre, et ça a été 3 jours d'échanges absolument intenses, et que ces engagements interdisciplinaires qui sont rappelés dans le livre ont rendu possible. Mais cette double priorité, les femmes et la classe ouvrière avec au centre le travail, ça a été un élément extraordinaire. Un des problèmes est qu'il ne reste rien. Il ne reste que quelques feuilles renéotées qui sont celles des résumés qu'une partie des communicants avait écrites. Et pour ma part, je ne sais pas pourquoi ce colloque n'a pas été publié, alors que Madeleine, quitte à y prendre du temps et même beaucoup de temps, a publié un nombre important de colloques. Mais vous voyez, là aussi, ce colloque sur les femmes et la classe ouvrière est resté, pas seulement pour moi, modeste auditeur et spectateur, un événement aussi par lequel elle a marqué. Troisième figure de son intérêt au travail, ça a été le groupement de recherche coordonnée du CNRS sur travail et travailleurs qu'elle a animé avec Antoine Pro et qu'elle a même continué à animer pendant le temps où elle était à la vice-présidence du musée d'Orsay. J'ai eu l'occasion de dire il y a quelques semaines à quel point la réception du CNRS avait été totalement hostile, puisque l'économiste et le sociologue qui occupaient la direction scientifique du CNRS, et Madeleine me l'a raconté en revenant complètement effaré, avaient refusé ce projet longuement mûri, collectif et pluridisciplinaire, en disant que le travail était, mesdames, messieurs, un mot marxiste, et que par conséquent, il n'avait pas sa place dans le CNRS. Il y a eu une alternance politique, et la direction du CNRS suivante, et la suivante encore dont Antoine Pro a fait partie, ont mis en place ce GDR. Et je veux indiquer très rapidement quels ont été les apports de Madeleine Robériou. Et ces apports ont été d'abord sur la question des professions. Alors on peut se dire que c'était d'une certaine manière une retombée de son travail sur les ouvriers du livre, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est elle qui a eu l'ambition de couvrir l'ensemble des professions de la société française et de faire en sorte que les historiens et les sociologues réunis, quelques économistes, on pense à Guiquer, on pense à l'occasion à Robert Boyer, parlent du travail. Mais le travail, à la fois dans ce qui faisait la spécificité d'une profession et la manière dont cette profession, du côté des salariés, s'organisait. Et quand je dis du côté des salariés, ça veut dire toujours, dans cette période, et les femmes et les hommes, mais ça veut dire aussi un intérêt non dissimulé pour les employés, les cadres, les ingénieurs. Donc c'était, sous ce titre Travail et travailleurs, l'ensemble des catégories sociales, l'ensemble des relations professionnelles et le politique jamais séparé des découpages intellectuels qui pouvaient être ceux des conventions collectives ou ceux des analystes, des économistes et bien entendu des juristes. Et voilà, me semble-t-il, ces principales contributions. Je vais en ajouter un dernier groupe, mais qui sera lié à sa pratique. Le travail pour elle était pas seulement des métiers, pas seulement une éducation. Et je pense entre autres aux remarquables mémoires de DEA de Nicolas Herzfeld, qu'elle a porté à bout de bras sur l'école de formation des ouvriers qualifiés de Peugeot. Mais c'était aussi, en même temps qu'un lieu de solidarité, un lieu de conflit. Et donc j'associerai à cette dernière perspective plusieurs choses. Première chose, l'article qui reste pour moi un des meilleurs articles sur les cartes postales de grève. À partir de collections qui étaient des collections d'un militant qui avait
à la fois par des dons et par des achats, réuni des cartes postales, mais il y avait là une association entre travail, représentation individuelle et collective, syndicalisme et politique, qui reste un article qui a été absolument pionnier. Je voudrais associer aussi les travaux de ses élèves, parce que pour une grande enseignante-chercheuse comme elle, je pense qu'on ne peut pas réduire son influence à ce qu'elle a elle-même fait, mais je voudrais signaler en particulier tout le premier Gérard Noiriel, le livre sur Longwy et les ouvriers immigrés, qui rejoint évidemment ce qui a été un des sujets de Bastien Cabot, et le livre de l'une des toutes dernières de ses doctorantes, Jocelyne Chabot, sur les femmes syndicalistes chrétiennes, et qui montre aussi comment le syndicalisme chrétien, tout inspiré qu'il soit par les encycliques, pouvait être aussi un lieu où les femmes se faisaient une place et par le travail à obtenir une reconnaissance sociale à un moment où elles n'avaient, on le sait bien, pas le droit de vote. Et c'est mon dernier élément qui ce jour-là, le travail pour Madeleine Robert-Riou ne se sépare pas d'une relation au syndicalisme. Elle a été elle-même syndicaliste au SNES, au SNESUP, et certes abondamment sur les questions coloniales, sur les questions de l'impérialisme, et ne supportait toujours pas d'avoir été exclue du collectif intersyndical sur le Vietnam par la nouvelle direction du SNESUP après 1968. Mais le syndicalisme pour elle n'était pas séparable du travail. Et c'est donc le fait que, peut-être grâce à Fabienne qui est là, mais aussi pour d'autres éléments, une fois qu'elle n'a plus sa place au CSU, elle a collaboré tout le temps qu'il fallait et par toutes les manières qu'il fallait avec la direction de la CGT. Et moi, je peux le dire, de ma place à la CFDT, une des choses les plus impressionnantes lors de l'hommage que nous avons rendu au musée d'Orsay à Madeleine a été la présence constante, passionnée et de bout en bout de Bernard Thibault. Et donc je conclus, Madeleine, c'est bien la citoyenne Madeleine, comme le dit dans le livre Michel Perrault, hypersensible à toutes les transformations de la relation du travail, hypersensible à la manière dont le travail déplace les femmes et les hommes, s'intéressant sans aucune hésitation au caractère technique du travail. Et ça apparaît dans le livre sur les ouvriers du livre, mais ça apparaît aussi dans les séances du GDR. Et désireuse qu'on ne sépare pas l'analyse rétrospective et présente du travail de l'activité militante. Merci.